La recherche participative aux approches et métiers émergents. Le fil conducteur, c'était un petit peu de montrer comment est-ce que la fonction performative de la recherche, c'est-à-dire la manière dont la recherche, elle va permettre d'accompagner, de définir comment est-ce qu'elle est finalement très interventionnelle. On parle de recherche participative. Si c'était des recherches qui n'avaient pas d'impact, bah, ça ne serait pas intéressant. On a parlé de l'action, de cette volonté de transformer les choses. Donc, c'est toute cette dimension transformative, des dimensions participatives euh, qui est ici. Donc, on va essayer de vous montrer plusieurs facettes avec des chercheurs qui vont vous présenter un certain nombre de choses. Donc, Virginie, euh, tu peux peut-être te présenter et puis présenter aussi nos intervenants. Me présenter. Donc, bonjour, je m'appelle Virginie Bell. Je suis ingénieure d'études au CESTIB. Je travaille sous la direction d'Aurélie Calande et Perrine Roux. Donc, nous menons une étude sur la médiation en santé en général, Mediate for Health, que ce soit la médiation santé pair et la médiation santé non pair. D'autre part, j'ai passé ma licence sciences sanitaires et sociales, option médiatrice de santé pair à l'Université Sorbonne Paris-Nord. J'ai continué mon cursus universitaire en santé publique où je suis devenue ingénieure de formation en santé. Donc aujourd'hui, je suis facilitatrice avec Aurélie et nous allons présenter tout d'abord dans un premier temps le lieu de répit avec des expériences de la co-formation à la participation. La recherche dans le programme ALSI avec l'alternative à l'incarcération pour le logement et le suivi intensif. Dans un troisième temps, le dispositif baromètre et une recherche participative sur le nouveau métier de père facilitateur d'inclusion. Ça sera en visio, oui, avec Manon Mas, professeur aux HETS à Genève, et Dylan Liani, qui est facilitateur d'inclusion. D'accord. Donc, dans un premier temps, on commence avec Ismaël Bechla et Susanna Audas. Donc, Ismaël Bechla est anthropologue, ex-chargé de mission recherche action participative du lieu de répit à Marseille. Et Susanna Audas est psychologue colombienne. Nous risquons fort d'avoir l'intervention de Céline Le Tailleur, qui a vécu, elle, au lieu de répit, et qui est aujourd'hui chercheuse. Voilà. Je ne sais pas s'il y a aussi le docteur H, si j'ai vu dans les barrages, mais s'il peut peut-être nous rejoindre, je ne sais pas où il est. Merci. Merci pour la présentation, et puis merci pour l'invitation à participer au colloque. C'est avec grand plaisir que pour ma part, enfin, je pense que c'est partagé avec Susanna, mais qu'on est là aujourd'hui. Donc pour parler d'une certaine partie de la recherche action participative du lieu de répit. Donc moi, c'est un dispositif qui a eu beaucoup de phases différentes, et donc moi j'ai été salarié sur le lieu. Je vais vous parler d'une des périodes qui est un peu la période du départ, c'est 2017-2018, grosso modo. Et Susanna, tu peux te présenter rapidement ou dire ce que tu vas présenter? Alors, donc, bonjour, je m'appelle Susanna Rolla, je suis psychologue et je vais vous parler de l'expérience des stages que j'ai eu en 2020 en tant que stagiaire en master en psychosocial de la santé. Alors, j'ai prévu un PowerPoint avec beaucoup d'animations, mais du coup, il fallait beaucoup cliquer pour avancer sur les diapos, donc on va faire un petit peu autrement. Non, parce que de toute façon, c'est bon. On a fait autrement. Mais si juste on peut faire défiler un peu le PDF au fur et à mesure. Juste peut-être un petit rappel avant de commencer, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a des acronymes qui sont LDR pour lieu de répit et RAP pour recherche action participative. Pour recontextualiser pour les personnes qui ne connaissent pas, le lieu de répit, c'est un dispositif expérimental qui a été accompagné par une recherche action participative, donc,
qui est développé à Marseille et qui propose un hébergement en alternative à l'hospitalisation pour des personnes en situation de crise avec des troubles psychiques sévères. Donc, il y a d'une part le dispositif et d'autre part la recherche-action, même si c'était mêlé, avec la recherche-action qui s'est étalée sur 5 ans, une participation qu'on peut discuter, mais qui est relativement conséquente, un soutien à la construction du dispositif, et puis un groupe de recherche-action participative qui était un peu le noyau de la RAP. Donc, moi, je vais vous parler comme je disais, d'une période initiale qui a été assez dynamique et un peu quelque chose d'un peu en ébullition avec un grand collectif, et notamment la question de la formation, puisque c'est un peu le thème quand même de la CapLab et puis de la table ronde. Donc, c'est pas forcément comment des réflexions de recherche, mais c'est plus un état des lieux de ce qui a été mené. Et je vais essayer d'accélérer un petit peu pour qu'on reste dans les temps. Mais déjà, voilà, d'un premier temps qui était plutôt. Donc, j'ai essayé de regrouper un peu thématiquement, mais ça m'a semblé que c'était plus de l'ordre de l'animation, avec des choses qui ont été organisées, qui étaient, il me semble, relativement simples à mettre en place en termes de moyens et comment dire, c'est assez simple pratiquement, on va dire, comme organiser des ciné-débats ou discuter autour d'articles scientifiques, mettre en place un groupe qui est en charge des questions de formation avec un programme de formation, la participation à des événements collectifs ou même l'organisation, et puis des temps de rencontre et d'échange avec des collectifs qui travaillent un peu sur la même question. Un deuxième groupe qui est la diapo d'après, où j'ai regroupé plus sur le terme de formation, avec des formations qui étaient plutôt classiques, donc qui sont données par exemple par des instituts de formation, des choses comme ça. Enfin, bon, là, c'était sur la réduction des risques, l'open dialogue, la formation au premier secours, des choses comme ça qui sont assez classiques. Une partie d'auto-formation qui s'est fait au sein du collectif, avec par exemple des jeux de rôle ou de la transmission autour de la gestion de crise, puisque l'objet du dispositif, c'était la crise. La partie formation aussi par la recherche-action participative, avec les passations d'entretien en commun ou de l'analyse collective, de la restitution, de la discussion. Et puis la participation à des colloques plus universitaires et un retour au collectif qui permet aussi voilà, un peu d'enrichir, on va dire, la dynamique réflexive du collectif. Et une dernière étape, qui est encore la diapo d'après, voilà, où je me suis plus. Enfin, voilà, ça, en tout cas, ça m'a un peu questionné sur la question de la diffusion de ces savoirs qui était un peu. Qui avait émergé de ces processus de formation et d'animation. Et puis aussi des pratiques voilà, d'auto-support, alors qui ne sont pas forcément directement liées au projet lieu de répit, mais en tout cas en tout cas qui sont liées, même si elles n'émergeaient pas directement du projet. Les présentations aussi qui ont été faites par des usagers et ex-usagers de la psychiatrie, donc notamment Icarius, le réseau Entendeurs de Voix, Craig Lewis, qui a été invité notamment par Céline. Voilà. Donc, c'était un peu j'ai essayé de présenter ça dans une sorte un peu de progression, on va dire, du savoir et de la formation. Et puis, peut-être juste pour ouvrir sur la question de la diffusion et de comment, peut-être ça rejoint les réflexions qu'il y avait au début, de comment diffuser ces connaissances qui sont produites. Est-ce que c'est des connaissances formelles, informelles ou... Voilà, et puis je laisse la parole à Susanna pour essayer de ne pas trop déborder. Bon, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais l'intention de présenter quelques questionnements qui ont émergé pendant mon stage. Donc, le stage a eu lieu en 2020
et a duré 6 mois. Donc, j'arrive au lieu des Répines et je pourrais vous dire que j'ai vécu cette expérience comme un choc, comme s'il y avait eu quelque chose de traumatique, comme une espèce de trauma, comme si c'était une expérience qui faisait éclater quelque chose chez moi. Parce que je me suis vite rendu compte que face à ce que je voyais, à ce que j'entendais, à ce que je vivais dans les liens une fois sur place, et ben, les référentiels et les codes que j'avais pour comprendre certaines choses, ils s'étaient inadaptés. Donc, ça fait que je me suis sentie perdue, comme s'il y avait une sorte de perte de repère où je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui suis-je face à l'autre dans ces lieux où il n'y a pas la psychologie, où il n'y a pas les professionnels, où tout ce que j'ai appris pendant des années n'a pas d'utilité. Qu'est-ce que j'ai fait de tout ça? Et comment je parle? Je me rends compte aussi des automatismes, c'est-à-dire une fois que quelqu'un se présente devant moi, pourquoi est-ce qu'il y a certains mots, certains signifiants, certaines phrases, certaines idées, certains concepts, certaines théories qui vont me tomber dessus comme ça, pour déchiffrer cette expérience et ces liens que je suis en train de vivre. Donc, je peux vous dire que c'était assez déstabilisant pour moi. Et je me suis rendu compte à quel point tous ces savoirs, tout ce que j'ai porté depuis des années servait quelque part des béquilles et impossibilitait la rencontre avec l'autre. Donc, dans la recherche, on parlait des relations intersubjectives et je me demandais quelle était ma place face à l'autre quand on travaillait, quand on construisait les grilles d'entretien, quand on commençait à faire les entretiens, je me disais, mais je pose une question en tant que qui, en tant que stagiaire, en tant que psychologue, en tant qu'étrangère, en tant que Susanna. Et donc, je pense qu'il y a eu une espèce d'exercice de déconstruire justement les savoirs que j'avais là, ou de moins d'être consciente de ce qu'il y avait déjà là pour essayer de faire quelque chose d'autre. Et donc, j'avais pas forcément une idée très claire. Et j'ai mis les mots épistémologie parce que dans la question du savoir, je me demandais quelle était la relation entre les sujets, chercheurs et l'objet de la recherche et comment dans la recherche participative, il y a deux sujets qui vont interagir. C'est-à-dire que les rôles où il y a une passivité, une activité vis-à-vis de la quête du savoir, elle est inversée ou elle est anéantie et, et comment l'exercice, pour moi, était plutôt de rendre flou ce qui semblait une évidence d'emblée. Et de questionner ça aussi. Pourquoi est-ce que c'était si évident que ça? Qu'est-ce qui fait que dans ma tête, je me sens légitime à penser comme ça? Ça vient d'où? Qu'est-ce que ça raconte de ma place en tant que professionnelle, que stagiaire et que personne aussi. Et une autre chose qui m'a énormément frappée, qui est liée à ce que je viens de dire, c'est comment les regards est portés sur un phénomène, sur une expérience changent en fonction de notre vécu ou en fonction du vécu de l'autre. C'est-à-dire que là, j'ai compris à quel point est-ce qu'on va comprendre d'une certaine expérience est totalement traversée par une autre expérience même. Et je me demandais aussi quelle était la juste distance. Ah, désolée, la juste distance, c'est une question qui m'accompagne toujours dans mon travail de tous les jours. Et je pense d'un côté justement à la relation intersubjective, mais aussi à la question de qu'est-ce qu'on fait
avec la souffrance parfois qu'on peut entendre de l'autre, de vécu des violences, de vécu des choses qui sont douloureuses, surtout quand nous sommes dans un cadre de recherche, comment on vit tout ça, qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Je voulais parler des trois dimensions, mais du coup, je ne vais pas avoir le temps. La première dimension, c'était vraiment la dimension individuelle, donc c'est ce que je viens de vous dire. La deuxième dimension, c'était la question institutionnelle, c'est-à-dire de comment on représente les soins et comment on représente un lieu expérimental en santé mentale, qu'est-ce que c'est les soins, quel est le rôle des soignants, quand on parle des patients, de quoi on parle, quand on parle des pères aidants, de quoi on parle. Donc, ça a été pour moi aussi quelque part une révolution. J'y vais rapidement. Et la troisième dimension que je voulais évoquer, c'était la question culturelle. Et justement parce que je me suis aperçue que de là où je viens, bah, justement les réponses à toutes ces questions par rapport au rôle et par rapport à la place des soins, par rapport au pouvoir institutionnel, par rapport aux droits des personnes, et bah, que tout ça m'accompagne, alors que je n'étais pas forcément consciente du contraste que ça pouvait représenter pour moi, et même aujourd'hui dans mon travail. Voilà, désolée. Merci. Donc, c'est une recherche participative sur le nouveau métier de terre. Non, pardon, excusez-moi. Recherche dans le programme ALSI, alternative à l'incarcération pour le logement le plus bien intensif, avec Anne Derry, donc qui est sociologue à la PFM, en santé publique, et Marie Deschamps, chercheuse sur le projet. Et anthropologue. Alors, j'attends la petite présentation. Mais pour démarrer, voilà, on va vous présenter aujourd'hui notre projet qui est encore en cours d'alternative à l'incarcération par le logement et le suivi intensif pour les personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères et qui sont en situation de précarité résidentielle et qui se retrouvent donc confrontées à la justice au tribunal de Marseille. Donc, avant de vous expliquer un peu plus en détail, Marie vous expliquera à peu près comment ça fonctionne. On va être assez concret pour cette présentation. L'idée, c'est de dire que nous, on n'est pas une recherche participative en tant que telle du tout. En revanche, on a une recherche action. Et ce qui fait qu'on a des enjeux qui, je pense, peuvent être similaires, en fait, ou des questionnements qui peuvent être assez proches des recherches participatives. Le premier, c'est qu'on vient construire notre objet, en fait. On est sur le terrain, c'est nous qui incluons, et donc on vient construire l'objet qu'on est censé étudier et qui demande tout un tas de pas de côté, qui pose des questions éthiques et pratiques. Et le deuxième sujet qu'on abordera, qui je pense parle aussi des métiers émergents et de comment en fait, en construisant un objet, on vient construire un besoin, on vient construire on vient ouvrir à la potentialité de nouveaux métiers. Et finalement, ça vient poser la question de quand une recherche s'en va, qu'est-ce qui se passe derrière quand il y a potentiellement une institutionnalisation avec ses avantages d'une recherche qui peut être une contrainte et aussi ses risques d'une institutionnalisation d'une offre où la recherche a une forme d'extériorité là-dedans. Voilà, donc ça va être les 3 points qu'on va aborder, présenter le projet, et les 2 points que j'ai dit, une recherche qui crée son objet d'étude et le défi de la pérennisation. Merci, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc on va faire très rapidement. ELSI, donc voilà, c'est l'acronyme de cette alternative. En 2 mots, ce n'est pas une recherche participative, c'est les observer, si je peux dire comme ça, les gens de notre terrain ne participent pas à la recherche, il n'y a pas de co-construction exactement. C'est une recherche, comme dit Anne, qui observe tout en créant et qui observe et qui analyse l'objet qu'elle crée. Et c'est là où il y aura des limites et des ambiguïtés à cette recherche. Alors ici, c'est une recherche expérimentale. Elle l'a dit auprès de personnes qui cumulent précarité résidentielle, ça va du sans-abri à la personne qui est hébergée chez un tiers, qui a la problématique du trouble psychique sévère et qui comparaissent au tribunal judiciaire de Marseille. On vous montre, voilà, il y est déjà.
Vous partez pas trop là-dedans, c'est écrit trop petit, donc c'est bien, vous pouvez pas trop lire, mais il y a écrit que c'est comparution immédiate. On avait démarré avec cette procédure-là judiciaire, on l'a ouverte à droite, on n'a pas le temps d'expliquer aujourd'hui. Euh, alors, pourquoi cette recherche a été créée? Le constat, c'est qu'à délai équivalent, les personnes qui ont des précarités résidentielles, troubles psychiques sévères et qui comparaissent en justice, notamment en comparution immédiate, à délai équivalent, avec d'autres personnes qui n'ont pas ces problématiques-là, nos publics, pour simplifier, vont plus aller en détention. Dans le vocabulaire juridique, c'est parce qu'ils n'ont pas de garantie de représentation. Il y a ce constat qui se rajoute finalement au constat de la porte tournante, où c'est un public qui risque souvent de tourner entre la rue, la prison et l'hôpital. L'objet, c'est de proposer donc une alternative au lieu d'avoir ce rapport à la prison, pour simplifier, puisqu'il y a plein d'autres réponses aussi judiciaires, mais c'est l'idée d'échapper à cette case-là et d'être pris en charge directement par une équipe médico-sociale sur un accompagnement intensif de 2 ans et accompagné d'un accès à un logement indépendant en passant par, on parlait de lieux de répit au début, mais finalement c'est passé par des CHRS. L'objectif, ça va être de comparer cette offre-là par rapport à ce qu'on appelle l'offre habituelle, qui aurait été le parcours judiciaire casse-prison, avec l'hypothèse que cette alternative sera plus efficace sur un ensemble de critères sociaux, judiciaires et économiques. C'est une recherche randomisée, c'est ce qu'on voit un peu ici avec le tirage au sort au milieu, c'est-à-dire qu'il y aura un groupe témoin, bon, je pense que tout le monde connaît ici peut-être le groupe témoin et le groupe expérimental. Et voilà, dans ce schéma, on n'a pas le temps de le dire, mais c'est pour montrer aussi la place de la recherche. Par rapport à ce qu'on disait, c'est que à la fois on vient pour analyser un projet et pour en faire une analyse qui puisse permettre peut-être un essaimage et une pérennisation. Et en réalité, toute cette première partie clé, vu qu'on est acteur, il y a un défaut d'observation et de compréhension de ce qu'on est en train de faire. Et c'est là où va se mélanger notre expérience. Or, le chercheur n'est pas censé, a priori, parler de son expérience, ou en tout cas, elle sera biaisée parce qu'elle existera fortement à un niveau et pas à d'autres, puisqu'on n'est pas à la même implication au niveau du suivi intensif. Et voilà, ce qui est montré là, c'est que, pour expliquer vite fait, la personne fait un délit, passe en garde à vue et déférée au tribunal. Donc, elle arrive dans les geôles du tribunal le matin. Et il y a l'APCARS, qui est une association qui s'occupe de faire des mini-enquêtes sociales des personnes, qui est censée donner aux magistrats une autre lecture de la personne au-delà de ses faits judiciaires, mais plus sa vie personnelle et ses conditions sociales, et qui va nous alerter si nos critères sont rencontrés. Le tirage au sort a lieu et nous rencontrons la personne. Donc nous, c'est Anne et moi, en tant que recherche à PHM, accompagnés d'un médecin à PHM, un médecin psychiatre, qui valide les critères de troubles psychiques et va se déclencher les 2 options, un groupe expérimental, ce que je vous raconte, cette alternative, et le groupe témoin qui ne fera que répondre à nos questions. J'insiste sur il ne fera que, parce que c'est toujours un désolement, une désolation pardon, pour nous, parce que les gens se disent en quoi vous pouvez nous aider. C'est plutôt vous qui allez nous aider en répondant à nos questions. On reviendra sur ça, sur la limite justement du consentement de ces personnes-là. Je pense que je m'arrête là. Il reste 5 minutes, donc je passe. Ah oui, et juste pardon, parce que du coup, c'était moi qui continue un peu sur ça. L'enjeu par rapport à la recherche, ce qui est intéressant, c'est que faut juste qu'on ait une alternative à l'incarcération. Il y en a plusieurs, hein, on n'est pas juste les seuls. Que les magistrats et la direction pénitentiaire sont conscients de ces problématiques-là et donc soutiennent ce projet. Et voilà, ce qui était compliqué pour nous, c'est, je vous le dis vite fait, c'est de se faire finalement, de trouver sa place et de créer le pont. Je fais les 2 premiers en même temps, de créer le pont entre les acteurs au sein du judiciaire et de créer cette place-là qui a vraiment été, pour simplifier, la première année, passer de 9 h du matin à 13 h au tribunal en espérant grappiller une orientation qui nous fonctionnerait, courir comme Astérix au premier étage, chercher le procureur, au 3e, chercher le magistrat, être à temps à 14 h pour donner la feuille bleue qui indique que c'était parcours du combattant. Aujourd'hui, on ne se déplace pas forcément. On est appelé par la carte, il y a un texto à une personne clé et qui nous dit la personne vous la fait passer à telle heure. C'est simplifié, mais ça a mis 1 an et demi de construction et où le chercheur voilà, ne pourra pas analyser cet angle mort puisqu'on a été directement acteur. Je pense que un des intérêts, on parlait de plurivers, c'est que justement, en tant que, on vient intervenir dans un espace du tribunal où tout va très très vite, c'est une logique de flux, et où la dimension principale, c'est d'abord la dimension judiciaire avec une politique pénale qui est globalement assez punitive, qui s'appuie sur la récidive et les faits eux-mêmes. Et nous, en fait, on vient essayer de trouver cette place-là, de créer une nouvelle place dans un tribunal qui va très vite et où ces dimensions
psychosociales et économiques sont très peu abordées. Et en fait, on vient essayer de faire dialoguer ces différents univers et de redonner en fait de la valeur et une place au moment des comparutions immédiates, mais aussi dans les geôles, à cet enjeu psychosocial. Et par exemple, juste pour donner un petit exemple rapide, dans les geôles, le médecin psychiatre se retrouve régulièrement à intervenir pour donner des traitements ou pour faire des signalements. Aurélie en est la première témoin, des signalements de personnes qui concrètement sont potentiellement ont des abcès et pourraient faire une septicémie et donc devraient partir aux urgences, avec des tentatives en fait de signaler des états de santé, que ce soit physique ou mental, qui sont assez gravissimes et qui normalement devraient poser la question de l'égalité face à la justice, très clairement. Et donc là, nous, de fait de notre démarche, on vient quand même faire dialoguer des univers qui ont tendance à finalement se parler sans forcément s'entendre. Et donc, en ça, on vient sensibiliser à ces nouvelles problématiques et on vient vraiment créer au sein du tribunal à expliquer au juge, au procureur, ah bah oui, telle personne, on a un oui, oui, ça veut bien dire qu'il a des troubles psychiatriques sévères. Donc oui, oui, ça entre dans l'enjeu de pourquoi il a commis ces faits, etc. Et donc, ça fait vraiment émerger des problématiques qui n'étaient pas forcément, du moins clairement, assez existantes. Donc, les limites, je te laisse présenter. Ok, bah, s'observer tout en faisant. La question du consentement, évidemment, se pose et où là, démarche participative, où on peut prendre le temps, etc. Là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On est dans une logique où il faut qu'en 20 minutes, la personne ait dit oui. Et sachant qu'elle a passé 48 heures en garde à vue et qu'on la voit voilà, après qu'elle ait vu l'avocat, la CARS, tout un tas d'interlocuteurs et qu'elle va passer en procès où on va déterminer où potentiellement elle peut partir pour 2 ans en prison. C'est plutôt rare, c'est plutôt 4-5 mois. Mais ça peut être 9, ça peut être 10, ça peut être 12, enfin bref, ça peut être long. Et c'est quand même de la prison. Et donc, nous, on arrive en proposant, alors on enlève le groupe témoin, mais en proposant une alternative, en fait, avec des personnes qui sont potentiellement dans des états de santé mentale qui ne sont pas forcément évidentes, enfin, qui ne sont pas forcément état psychique de complètement comprendre ce qu'on propose à ce moment-là. Donc, il y a évidemment des questions éthiques qui se posent. Il y a aussi la question, malgré tout, et je pense que c'est important de le dire, c'est de porter une voix qui, justement, ne peut pas être portée. Et c'est aussi l'enjeu, parfois, d'une recherche-action, c'est de venir faire émerger au sein finalement, d'une institution où, en fait, il y a peu d'espace de parole pour ces personnes-là. Malgré tout, on vient représenter, comme je disais, des dimensions nouvelles et des dimensions des parcours de vie, en fait, et des réalités de pourquoi le délit, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et concrètement dans quoi ça s'inscrit. Dans un climat où globalement j'entendais encore une personne me dire d'un procureur, ah bah oui, je suis addict donc je vole, et il me disait bah oui, mais c'est pas parce qu'on a des addictions qu'on est obligé de voler. Alors oui, éventuellement, mais quand même ça coûte très cher. Et c'est ces réalités-là qu'on vient réinsérer au tribunal. Mais, juste pour finir sur ça, parce qu'on parle beaucoup des participants de groupe expérimental. Sur le consentement des participants, je pense par rapport aux thématiques aussi d'ici, ce qui est important de savoir, c'est que le groupe témoin n'est pas juste, ils sont pris comme un groupe témoin, on récupérera juste leurs données. En réalité, leur consentement est très problématique dans la mesure où eux, on leur propose rien, mais on leur permet pendant 20 minutes, et des fois, on reste 1 heure, d'échapper à la cellule de la geôle. Donc, ils restent avec nous. On leur dit qu'ils auront 20 euros de ticket service, ils sont contents. Les récupérer après 6 mois après et leur dire on refait un questionnaire, ils ont souvent, ils ont des fois oublié, ils ne savent plus pourquoi ils ont signé en réalité, ce qu'ils ont vraiment compris ce à quoi ils ont signé. Il y aura peut-être que les 26 euros service. Et en même temps, je vais vite, mais c'est que nous, en tout cas en tant que chercheuses, on a beaucoup plus de liens avec les témoins qu'avec les expérimentaux parce qu'on ne suit pas forcément ces gens-là dans le suivi, alors qu'on fait des parloirs sans cesse, c'est des gens qui sont souvent incarcérés ou qu'on va voir dans la rue et se développent, en tout cas pour ma part, des liens bien plus forts avec ces personnes-là qui sont quelque part délaissées par cette recherche-là, parce qu'on n'en veut que des données. Et en réalité, voilà, c'était pour redonner aussi l'existence à ce groupe-là. Donc, sur l'ambiguïté et la confusion justement dans la position de chercheur, en quelques mots, même si c'est justement cette question du pas de côté, notre place au tribunal fait qu'en fait, on est très souvent confondu avec l'équipe d'intervention qui concrètement accompagne les personnes. On est confondu à la fois par les acteurs du tribunal eux-mêmes qui nous font intervenir à la barre et on doit défendre un projet qui clairement est une sortie complète d'une observation extérieure et où on vient défendre voilà, le projet, la prise en charge. On est confondu aussi pour les personnes elles-mêmes, où on devient la personne identifiée comme la personne qui les a fait sortir de prison. Donc avec tout un enjeu d'allégeance et donc comment après questionner sur l'efficacité d'une recherche quand c'est nous-mêmes qui avons déclenché le premier pas, qui est le premier pas le plus important, c'est éviter l'incarcération. Et enfin, la tentation de sortir du cadre.
Alors, je ne sais plus toutes les idées qu'il y avait dedans, mais il y a ça. Et c'est difficile de rester chercheur dans ce contexte-là et de ne pas vouloir en fait prendre le pas aussi, s'intégrer dans les enjeux du travail social lui-même. Et donc de vouloir trouver des solutions, notamment pour le groupe témoin, de faire activer des réseaux finalement dont le chercheur lui-même bénéficie et d'une prise de conscience des réseaux qu'il a en fait. Et il y a une forme de pouvoir au sein de la recherche, même sur des bras qui sont non interventionnels, qui je trouve est assez complexe en fait de quelle place et comment se positionner face à ça. Et on va aller sur la dernière partie, c'est la dernière slide. C'est, voilà, on coupe maintenant. Défi de pérennisation en 2 mots. Globalement, quand c'est institutionnalisé, globalement, la recherche va en sortir. Ça va potentiellement devenir une obligation judiciaire. Si ça devient une obligation judiciaire, comment participent les personnes à la recherche? Si si elles ne s'adaptent pas à ce qui est attendu, elles pourraient retourner en incarcération. Donc, en gros, en institutionnalisant, tout le principe même de la participation, de l'extériorité un peu associative, recherche qui se met en place, vient être questionné. Et je pense que c'est des questions qui sont très intéressantes et qui touchent potentiellement toutes les recherches, qu'elles soient participatives ou actions. Voilà, merci. Alors maintenant, on va passer en ligne puisque nos intervenants suisses doivent nous quitter assez tôt. Et donc finalement, on va passer directement à l'émergence de ce à cette recherche sur les facilitateurs d'inclusion. Merci beaucoup. Probablement que Dylan Yenny va nous quitter pendant la présentation parce qu'il doit absolument partir à 18 h. Alors, Alors, je vous présente, si vous permettez. mhm. Non, allez-y, j'ai trop parlé. OK, donc on est 2 à présenter. Nous, on va vous présenter le projet MEDIA. MEDIA qui est un acronyme en anglophone, mais qui signifie Mouvement vers l'empowerment des personnes en situation de handicap avec une approche inclusive. Ça fait bien suite au projet qui vient d'être présenté parce que c'est également une recherche-action. Donc, le projet MEDIA est un projet européen qui a été piloté par la France et qui a été mené en collaboration avec la Belgique, la Grèce et la Suisse et financé par Erasmus+, et qui a eu une durée de 24 mois de financement et s'est prolongé un peu avec le COVID. Donc, les objectifs du projet MEDIA, c'est d'élaborer une formation au métier de facilitateur et facilitatrice d'inclusion qui est basée sur une approche expérientielle et de créer au sein de chaque pays une équipe professionnelle interdisciplinaire qui comprenait également des personnes concernées dans cette équipe et qui visait à la fois pouvoir créer la formation, mais aussi favoriser l'implémentation de ce métier de facilitateur d'inclusion. En Suisse, on a choisi que la cible, ce serait l'habitat, facilitateur d'inclusion dans le champ de l'habitat. Voilà. Je ne sais pas si Dylan, tu veux que je continue? Je t'écoute, je complète si besoin. OK. Donc, Ce sera le plus projet simple. Média, c'est 3 productions. Une qui est la création de cette formation, une autre qui est un groupe interdisciplinaire, puis la troisième dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais qui est la création de matériel didactique. Donc, le projet, ce que je voulais illustrer, c'est que tout au long de ce projet, où on avait obtenu des fonds, on a choisi de mener une recherche-action avec les différents acteurs concernés et systématiquement, il y avait, dans la mesure du possible, à chacune des étapes du projet, des personnes concernées d'impliquer. Donc, je ne sais pas si on peut partager le PowerPoint. Il n'est pas en écran partagé, donc je vais peut-être vous décrire les étapes de la réalisation de ce projet. Donc, en premier, on a créé dans chaque pays ces fameux ateliers interdisciplinaires qui permettaient de définir les compétences, les contenus de la formation qu'on allait créer et puis
également de suivre le projet tout au long. Dans ces ateliers-là, il y avait des acteurs très impliqués dans l'accompagnement des personnes à la vie autonome, y compris 3 personnes en situation de handicap qui aussi donnaient leurs avis sur les mêmes dimensions que les autres acteurs. Les autres acteurs, c'était des professionnels accompagnants, des directions, des responsables de formation. Sinon, il y avait aussi l'étape suivante qui a été vraiment, on a choisi d'interroger des personnes qui vivaient de façon autonome pour vérifier de façon plus approfondie quels avaient été les avantages, les difficultés rencontrées, qu'est-ce qui avait aidé et quel rôle ils verraient à ce rôle de facilitateur d'inclusion. Ensuite, on a élaboré à partir de ce qui émanait de ces entretiens individuels et de ce groupe interdisciplinaire, la formation qui a été testée et réalisée. Donc, Dylan a eu la chance de participer à cette formation et cette formation a été présentée au niveau international et ensuite réalisée dans chacun des pays. Et les personnes concernées sont impliquées aussi dans la diffusion de la formation. Vous voyez la ville de Genève en arrière-plan de Dylan parce qu'il est en train de Pardon. se rendre à la gare. Donc, ce qui est intéressant dans ce projet par rapport à une analyse d'une recherche-action, au niveau de l'élaboration de la problématique, il y a eu une personne en situation de handicap d'impliquée. Et après, tout au long de chaque étape, il y a eu des personnes impliquées, mais ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes. Alors, il y a une douzaine de personnes finalement qui ont participé à l'ensemble du processus. Et j'avais dans une préparation, Dylan, je ne sais pas si tu arrives à répondre, demander à Dylan, mais qu'est-ce qui facilite la participation des personnes concernées, selon toi, à une recherche comme celle-ci? Je ne sais pas si tu arrives à répondre en marchant. Tu veux que je lise tes réponses? Le truc, c'est qu'on était censé avoir le PowerPoint, mais je le vois pas. Non, non, il n'est pas là. Donc, Ok. Non, je vais. réponse si t'arrives. Tu Parce préfères que que je réponde? je suis en train de marcher en même temps. Je n'ai OK. pas encore On va trottiné. essayer de mettre le PowerPoint. Attendez, ça y est, c'est fait. On a le PowerPoint. Ça y est. Alors, c'est la dia 9. Diane. Si vous arrivez à vous rendre à la diapositive 9, nous, on ne le voit pas en tout cas. Hein? Atelier. Oui, on peut le partager. Oui, ça prend un peu de temps. Merci. Faciliter la participation des personnes concernées, c'est ça? Oui, Oui, c'est ça. absolument. Ok, on a. Et on va vous le partager aussi. Merci. Merci à vous. Du coup, c'était prendre soin de l'accueil, être le plus transparent possible par rapport à la démarche réalisée, utiliser un langage simple, genre le FALC pour l'écrit, par exemple, pour le formulaire de consentement, oh nanana, s'exercer au préalable en groupe par des cours à distance, toutes des petites choses comme ça qui peuvent nous faciliter la chose, prendre le temps d'être à l'écoute, repenser et poser des questions pour vérifier la compréhension, offrir l'aide pour les trajets si nécessaire. Donc, il y a eu, je vous ai dit, des personnes différentes qui ont participé. Effectivement, pour certaines personnes, les lieux étaient importants. On n'y pense pas toujours, mais comment se déplacer, comment se rendre. Et puis, le langage simplifié, dans ce cas-là, a été utilisé avec certaines personnes du groupe interprofessionnel. Ce qui était important peut-être, c'est que ça s'est fait en situation de COVID, donc on a aussi dû faire des séances à distance et là, il y avait vraiment un accompagnement par rapport à l'utilisation des outils comme Teams ou d'autres plateformes. J'aimerais juste revenir à l'enjeu maintenant de la réalisation de la recherche-action par rapport au point de vue de l'équipe de recherche. Donc, pour nous, ce qui est un enjeu, c'était de rendre vraiment possible la participation, que ce soit pas ça soit une réelle participation. Donc, ça suppose des efforts au niveau de la communication, des informations transmises, si nécessaire, un soutien financier, par exemple, pour les déplacements.
Le discours, certaines personnes en situation de handicap qui ont un trouble du développement intellectuel n'arrivent pas à exprimer des critiques. Donc là, on a essayé de tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent vraiment critiquer la formation dans une optique d'améliorer cette formation. Et puis, on visait à ce que l'action produite soit vraiment la création d'un nouveau métier, un métier basé sur l'expérience, mais aussi sur des compléments de formation. Ça, c'est à la demande d'une personne en situation de handicap qui dit on n'est pas père aidant seulement avec l'expérience. Ça peut être vraiment utile d'avoir également une formation pour compléter les choses qu'on n'aurait pas acquises. Il y a eu un contrat, on en a parlé, hein, vous avez parlé avant du consentement. Bon, mais là, on a vraiment mis en œuvre des moyens pour que le consentement soit un consentement éclairé. Je suis dans la précarité et j'ai rien fait pour ça. J'avais un appartement, j'avais un travail. Ils m'ont pris mon appartement. J'entends une personne qui parle, mais je ne sais pas qui parle. OK. Je C'est demande l'aide. peut-être moi dans la rue où je Ah, suis. pardon, OK. Pas de souci. Et puis finalement, on est arrivé à créer cette formation et ce nouveau métier de facilitateur d'inclusion. Peut-être juste vous dire à quoi aboutit cette recherche à la dernière dia, quelle suite à ce projet. Donc Dylan pourrait dire peut-être, lire cette dia. Alors, la suite pour ce projet, elle va être on va recréer la formation à Actif qui est déjà en cours, où il y a 5 nouvelles personnes qui sont actuellement en train d'être formées. Il y a la Fondation de Vernon, que c'est bien parti, qu'on attend une réponse dans des devis qu'on leur a fait pour former des nouvelles personnes chez eux. On a d'autres cantons qui sont, que vous appelez ça des départements, qui sont aussi intéressés. Et puis après, on va faire des co-formations où les personnes qui ont déjà été formées vont aller former les nouvelles personnes, ainsi qu'une association qui a été créée, ainsi qu'un site internet qui est en cours de construction. Peut-être juste pour terminer, Dylan, dire par exemple, donner 2-3 exemples de ce que fait un facilitateur d'inclusion dans le domaine de l'habitat. Alors, dans le domaine de l'habitat, on est amené à amener une personne à découvrir son quartier pour trouver les ressources nécessaires, genre la Coop, la Migros, les pharmacies, ainsi de suite. On peut l'aider à s'installer, à trouver ses repères, etc. C'est très large. OK. Voilà en gros ce qu'on voulait vous présenter, mais les personnes ont été vraiment impliquées dans toutes les démarches et maintenant ils sont très fortement impliqués dans la valorisation du projet, ce qui permet à ce métier de s'implémenter doucement en Suisse. Voilà, merci de votre attention. Et on va maintenant, pour conclure, donner la parole à Maxime Lefebvre, qui travaille à Bordeaux à l'IRTS en tant que responsable d'un diplôme, mais qui est aussi chercheur et qui va nous présenter son objet de recherche, Baromètre. Merci beaucoup et merci aux courageux de rester. Je suis bien conscient qu'on est en train de dépasser l'horaire. Je vais du coup essayer d'être rapide et puis de nous garder tous éveillés. Je m'appelle Maxime Lefebvre. Je suis du coup doctorant en sciences de gestion à l'IAE de Lille et puis à l'Université de Sherbrooke au Canada. Et puis depuis 4 ans, je travaille autour d'un projet qui s'appelle Baromètre, qui est un modèle de pratique que je vais vous présenter et qui tourne autour du rétablissement en santé mentale. Donc j'ai intitulé cette communication assez rapide vers la mise à l'échelle organisationnelle du rétablissement. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis 2013, 10-11 ans maintenant, je m'intéresse aux notions de rétablissement, ou la notion de rétablissement s'intéresse à moi, dans la mesure où j'ai travaillé avec le 1 chez soi d'abord, et puis j'ai pu effectuer 2 masters autour de l'émergence de la notion de rétablissement en psychiatrie publique, à destination des personnes en grande précarité, dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, ensuite, un master en gestion pour essayer d'interroger un peu les implications professionnelles, pratiques auxquelles renvoyait le rétablissement qui était en train d'émerger. Et puis,
J'essaye d'avancer très vite. Juste pour vous dire que j'ai rencontré une équipe canadienne qui travaillait sur Baromètre et ce qui m'a ramené au rétablissement. Et je me suis dit, tiens, mais en fait, on a passé un petit moment avec cette notion, tu l'as laissé tomber. Voyons voir maintenant où est-ce qu'on en est. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Et en fait, du coup, j'ai fait une revue de littérature où j'ai constaté finalement qu'il y avait beaucoup de textes autour du rétablissement, beaucoup qui s'interrogeaient ou qui mettaient en avant des pratiques dites orientées rétablissement des professionnels de proximité, beaucoup de textes aussi qui documentaient l'émergence de nouveaux métiers, type médiateur de santé pair, ce qui était très bien. Par contre, j'ai été étonné parce que, en tout cas, à l'échelle française, on questionnait très peu l'évolution des modes de fonctionnement des services et des organisations qui étaient susceptibles de pouvoir influer sur le développement de ces pratiques et l'accueil de ces nouvelles professions. Et en fait, en tombant sur le baromètre, j'ai rencontré des gens qui se posaient les mêmes questions que moi et qui se posaient les questions notamment autour alors c'est le grand mot, avant de me donner l'urticaire aussi, mais de l'évaluation des services, de la performance des services. Et je vais aller très vite là-dessus. En fait, leur tactique, leur stratégie, et je les salue parce que je pense que Isabelle, Alex doivent être en train de nous regarder, donc bonjour. Un centre universitaire en santé au Canada s'est intéressé à plein de modèles, notamment en Écosse, et on trouvait une parade qui, moi, m'intéresse beaucoup, et je vous la livre, c'est qu'en fait, l'évaluation des services, la plupart du temps, j'ai appris quasiment la phrase par cœur, se fonde sur un panier prédéterminé de services. Vous voyez, le ratio de professionnels pour le public, le nombre d'extincteurs, le nombre de lits, ces choses-là, qui sont absolument essentielles dans le cadre de la sécurité. Mais les Écossais et les Canadiens ont remarqué aussi que toutes ces évaluations-là, elles ne prenaient pas en compte de quelle manière les services répondaient aux besoins significatifs tels qu'exprimés par les personnes. Donc finalement, l'évaluation telle qu'elle était présentée et telle qu'elle se fait très globalement constitue finalement un amalgame. C'est celui de considérer que vérifier qu'il y a une mise des moyens disponibles, le nombre de lits, le nombre d'extincteurs serait suffisant pour dire ben, en fait la qualité et la performance d'un établissement, elle est là puisqu'il y a le nombre de lits et le nombre d'extincteurs. Donc, il y avait un biais là-dessus et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc, à partir de là, se pose à l'échelle des gestionnaires, à l'échelle des managers au top du top, la question de se dire, on doit évaluer nos établissements autrement. Et c'est là qu'arrive Baromètre, c'est comme ça que je vous le présente. Je vous avais concocté un petit jeu parce qu'à la base, je ne sais plus si la personne était là, mais je suis d'accord, j'aurais souhaité que des praticiens, des pratiquants de Baromètre puissent prendre la parole à ma place. Malheureusement, j'ai dû reconfigurer ma communication et je m'en excuse. Je vous avais préparé un petit jeu, mais on va le squeezer parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps et on peut passer au diapo suivant. Vous allez quand même voir mon jeu, mais on ne va pas y jouer, malheureusement. Vous pouvez avancer. Voilà, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que l'on se souhaite. En fait, qu'est-ce qui fait pour nous que la vie, je suis en train de faire le jeu finalement tout seul, qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue? Bon, je vous ai ramené tout un tas de trucs, on pourrait certainement en ramener plein d'autres. Et puis, à la diapo suivante, l'idée, c'était de se dire, mais finalement, qu'est-ce que, en tant que professionnel, voire même quelquefois en tant que patron, on attend d'une patient ou d'une personne? Et finalement, on en est arrivé globalement à ce type de choses. On est évidemment tous pris là-dedans. Il y avait plein de choses super intéressantes que vous avez dit tout à l'heure sur la domination et ces jeux-là. Effectivement, c'est un jeu de rapport, quoi. Moi, je suis le premier à pester contre le temps et à être toujours pressé, mais me voilà en train d'accélérer et d'accélérer. Je suis toujours pressé, je suis toujours en colère contre les gens qui sont pressés contre moi, mais me voilà en train de râler à la caisse contre la caissière qui discute. Vous voyez, on est tous finalement là-dedans. Il ne faut pas s'en flageller, ça fait partie du game, mais une fois qu'on le sait et qu'on peut en rigoler, je pense on peut avancer. Je pense que c'est aussi un peu ça le rétablissement. Bon, c'est mon petit jeu qu'on ne fera pas, mais on peut avancer. Euh, je prends la notion de rétablissement, la notion d'empowerment, les notions de démocratie, mais aussi d'amour, d'amitié, très, 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 très au sérieux. Et du coup, je les critique beaucoup. Et faire un pas de côté, pour moi, ben, c'est à la fois danser, c'est à la fois esquiver, puis c'est aussi pour moi un sport de combat, aussi contre soi-même, et qui consiste finalement à être contre, tout contre, et puis finalement avec, pour retourner les choses potentiellement à notre avantage, dans un avantage global. Je vous dis tout ça parce que les notions de rétablissement, les notions d'empowerment, les notions de démocratie, j'assiste aussi pour amitié, amour ou participation. Pour moi, elles n'existent pas en tant que telles, elles consistent.
Et donc, elle renvoie à ce que disait la dame tout à l'heure, et je suis 100% d'accord, à un rapport à l'action et à ses effets. Recherche participative, être soignant, ben, oui, évidemment, dans les faits, on a le diplôme, mais être soignant, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Et être ou faire du rétablissement ou soutenir un processus de rétablissement, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on assiste potentiellement, je suis désolé, hein, je suis un peu critique, je vous ai prévenu, mais c'est parce que je tiens au rétablissement, potentiellement quelquefois à des glissements, mais comme ça a été pour l'empowerment et plein d'autres choses, qui consisteraient à penser que puisqu'on le dit, alors on le fait. Et je pense que si on n'est pas vigilant là-dessus, on risque de retomber, enfin moi je parle du rétablissement là parce que c'est là-dessus, mais on risque de retomber dans des glissements sémantiques et dans 10-15 ans de se dire bah, le rétablissement ne sert à rien. Ce n'est pas la notion en soi qui pose problème, c'est bien le fait que si on la renvoie à un formalisme creux, comme le partenariat, comme la démocratie, comme l'amour ou l'amitié, ben, en fait c'est du vent. Mais l'amitié et l'amour en tant que tel restent des choses magnifiques. Donc, tout ça pour vous dire aussi que je prends Baromètre très au sérieux et que donc je ne suis pas ici pour vous vendre un aspirateur. C'est pas pour faire du prosélytisme du tout. C'est pas du tout le cas. Et en même temps, on m'a bien fait comprendre que l'outil pouvait être intéressant. Du coup, j'ai essayé de vous le présenter parce que, mais en même temps, je crois que j'ai déjà grillé la moitié de ma com, la moitié. Donc, je vais vous présenter la moitié du projet. Je vais zapper la plateforme numérique et collaborative. Je vous ai entendu tout à l'heure, monsieur, parler pendant que j'ai les oreilles qui traînent à chaque fois sur les questions autour du numérique. Et je vous rejoins tout à fait qui disait, oh là là, ouais, mais le numérique, c'est chaud quand même, les données, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça peut, enfin, je crois que vous avez dit, c'est à double tranchant. Et effectivement, c'est à double tranchant. Et finalement, comme tout. Euh, Juste pour vous dire que du coup, le modèle de pratique s'appuie sur une plateforme numérique que je ne vous présenterai pas ici, je n'en aurai pas le temps. Je vais juste essayer de vous montrer un peu comment ce modèle de pratique, qui en soi sur le papier n'existe pas, hein. Toute la question c'est de savoir en quoi il consiste. Et cette consistance, ce que moi j'appelle ce plan de consistance, en fait on doit le découvrir ensemble. Et en soi c'est une recherche, mais une recherche qui lie en fait des soignants, des patients, alors moi en recherche, mais aussi des directeurs, mais aussi des cadres de santé, mais aussi potentiellement des assos, mais aussi potentiellement, vous le voyez ici, le village Club Soleil. En fait, c'est quelque chose d'éminemment social, cette enquête. Et de plus en plus, le terme enquête, je le mets en deux mots, finalement. On est tous en quête. La question est de savoir de quoi, pourquoi. Voilà. Bon. Ah ouais, c'est psychanalytique, ça? Je ne savais pas. Je ne sais même pas ce que les concepts que je manie. Mais je l'avais trouvé dans le train, celle-là. Bon, bref. Et, on peut du coup passer à ça. Je vais essayer du coup de très rapidement vous présenter les grands principes du modèle de pratique pour essayer de vous montrer en quoi il est pensé de manière un petit peu transversale, c'est-à-dire essayer de le penser à la fois à partir de la relation d'accompagnement ou relation de soins au sein d'un service pour essayer de monter sur, bah, en fait c'est l'objet de ma thèse, passer peut-être de pratique orientée rétablissement à une culture fondée sur le rétablissement, une culture de service fondée sur le rétablissement. Voilà, on peut. Merci beaucoup. Juste le premier principe, du coup, c'est se centrer sur la personne, même si de plus en plus, je pense qu'il faut se centrer sur la relation qu'on a avec la personne et non plus sur la personne, parce que là, c'est un peu à la Foucault, sinon ça devient un peu panoptique et tout le monde se centre sur la personne, mais c'est peut-être sur la relation qu'il faut se centrer. En essayant un petit peu, donc j'effectue ma recherche, je vous ai dit plein de trucs que je ne vous ai pas dit, mais au sein d'un hôpital de jour et d'un CMP et d'un dispositif intersectoriel se centrant souhaitant se centrer sur le rétablissement. Donc je sais que vous êtes très très en avance peut-être là devant vous, mais faut considérer que les choses évoluent et essaiment bah, à sa vitesse. Et donc là, l'idée de ce premier principe, pour vous, vous le savez certainement, mais c'est de se décentrer aussi d'un modèle biomédico-centré qui consisterait à penser que bah, la psychiatrie ou la santé mentale, ça se traduirait finalement par l'identification d'un symptôme et puis potentiellement comment dirais-je, pas son éradication, mais enfin le fait que sa disparition consisterait en fait à la qualité du soin. Là, on fait un petit peu le contraire, c'est essayer de se décentrer en n'éludant pas les troubles psychiques, mais en essayant de se dire, ben, finalement, tu as aussi des rêves, tu as aussi des besoins, tu as aussi des ressources, quels sont-ils et comment on peut travailler là-dessus ensemble. L'idée, je l'ai entendu aussi, c'est le rien pour nous sans nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un accompagnement, il ne consiste en rien s'il n'est pas effectué en partenariat avec la personne. Je passe du coup sur le deuxième principe parce que ça va aller très très vite.
Mes collègues parlent de rapport égalitaire. Moi, je parle d'équilibrer les rapports de pouvoir parce que j'estime que cet aspect égalitaire, bon, une pose question, je vais pas en parler, mais par contre, c'est bien traversé par des rapports de pouvoir. Je pense qu'il faut pouvoir les assumer clairement. Par contre, il faut nécessairement, je pense, les équilibrer, sinon on tombe dans la domination et là, ça pose réellement un problème, on le sait. L'idée aussi de ce deuxième principe, alors là c'est avec l'outil que vous l'auriez vu, mais c'est essayer de se dire aussi finalement que un projet, c'est pas seulement l'écrire et puis se dire bah ça y est, il est là, comme on l'a. Enfin, je suis éduc de formation, donc je sais ce que c'est qu'un projet individualisé et quelquefois pour les, je sais pas si les professionnels ici, mais si quelquefois ça peut ressembler, en tout cas ça peut être présenté comme une contrainte qui n'a pas de sens et du coup on doit remplir 12 projets individualisés et puis on les laisse mourir dans un placard et finalement ça ne sert absolument à rien et on se dit bah, les projets individualisés c'est de la merde. Encore une fois, c'est parce qu'il n'existe pas comme ça, il n'a pas de sens. Bon, voilà, je vais très vite, pardonnez-moi. Le troisième principe, on va monter un petit peu dans les. Je me rends compte que je ne fais pas les pas de côté que je vous avais promis, je suis désolé, mais le troisième principe, c'est du coup monter à une échelle un petit peu plus de service. C'est finalement essayer d'avoir un langage commun. Je m'explique. Sur ma recherche, on se rend compte finalement que bah, la notion de rétablissement, elle n'est pas nécessairement partagée par enfin, la notion de rétablissement même ne renvoie pas aux mêmes choses pour tel infirmier, pour un médecin psychiatre. Et du coup, au sein même d'un service, on ne parle pas le même langage. Je ne dis pas que tout le monde doit être d'accord, mais je pense qu'on doit être d'accord pour ne pas être d'accord et savoir au moins qu'on ne parle pas le même langage et que le même mot ne renvoie pas aux mêmes choses. Il me reste 1 minute. Voici le quatrième principe. L'idée, c'est donc de soutenir le développement continu de capacités individuelles et collectives au sein de ces services, où je vais aller très très vite. Globalement, ce dont on se rend compte, c'est que, comment dire ça très très vite, il ne faut pas avoir peur d'apprendre et donc pas avoir peur d'être en situation d'apprenance, que l'on soit médecin, que l'on soit médiateur de santé père, psychologue et que l'on soit en relation avec n'importe qui. Du coup, je conceptualise très rapidement finalement que notre système actuel, globalement notre schéma de pensée, je vais aller très vite, mais repose souvent sur des oppositions de nature. C'est-à-dire que je suis ici, vous êtes en bas, et ça sera toujours comme ça. Théorie, pratique, parce qu'il y a aussi l'aspect recherche, je n'en ai pas du tout parlé. L'idée, c'est plutôt de penser une différence de degré. J'entends par là le fait qu'aujourd'hui, je suis en train de vous parler de baromètre, c'est moi qui suis sur l'estrade. Si on parle d'autre chose, c'est moi qui suis là, en train de vous écouter, et vous en position de sachant. Sur tel sujet, c'est moi qui ai le pouvoir, entre guillemets, parce que je sais potentiellement sur le sujet plus que vous, mais peut-être que dans 2 ans, vous en saurez plus que moi. Vous voyez, du coup, il y a une différence de degré et qui amène à plus des compositions que des oppositions. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je vous remercie de votre écoute. Alors, ici, il y a des questions. Bah, merci, c'était très très vite. On a compris le mot-clé de la très rapidement. Est-ce que très très rapidement, il y avait des questions dans la salle ou sur le chat? Ou entre vous? Parce que vous aviez, au début, on s'est dit qu'on partait sur diviser la table ronde en 4 parties. Et après, vous aviez, lors de la visio de préparation, exprimé l'idée d'échanger entre vous. Il y a des questions. Alors, ça sera avec la salle. C'est ma troisième intervention, désolé. Je suis un mec. C'était juste pour demander comment ça se fait que Cap Droit, enfin Cap Lab, je n'ai pas tout bien compris la différence entre les deux. Pourquoi la salle, elle n'est pas en forme d'escargot? Voilà. Pourquoi vous n'utilisez pas la technique bocal à poisson ou le barcamp ou des choses comme ça qu'on sache que, désolé, ça va être critique, pourquoi nous sommes face à vous. Voilà. Après, j'ai rien contre vous, hein. Mais c'est sympa d'être d'utiliser des méthodes plus dynamiques. Voilà. Je peux m'en aller si vous voulez, hein. Non, non, c'est au top, c'est une très bonne idée. Ça se co-construit. Ça se construit, c'est probablement une bonne idée. Ouais, alors du coup, tu me parles à moi, tu vois, moi qui repense l'espace de partout tout le temps. Merci pour cette question à laquelle je vais pouvoir répondre. Concrètement, on ne savait pas combien on allait être. Donc aussi, on nous a imposé
enfin voilà, il y a des contraintes, des formes de domination, des modalités de mise en espace. Voilà. Donc, comme on ne savait pas combien on allait être, et voilà, on n'a pas pu investir les espaces comme on le voulait. Par contre, l'idée, c'était quand même bien de s'emparer des espaces. Donc, il y a une salle là-bas qu'on a complètement changé. Il y a eu tout l'espace là à l'extérieur qui a été aussi complètement changé et on s'en est emparé. Donc, l'idée, c'est bien de venir critiquer et j'entends la critique. Ensuite, voilà, ce que je me rends compte en ayant organisé ce colloque, c'est que pour être contre et pour être tout contre, à un moment, il va falloir faire des choix et des décisions et que tout ce que j'avais pensé, tout ce que j'avais imaginé, j'ai pas dû le faire. Voilà. Donc, la spatialisation. Merci. Merci, c'est une question pour ILC. En fait, je crois que je viens de comprendre quelque chose que je n'avais pas compris dans les précédentes présentations d'ILC, c'est que enfin, dans le volet recherche, c'est ce que tu as dit sur le fait que les témoins, finalement, vous les voyez plus que ceux qui sont dans l'inclusion. Donc ça, j'avoue que je n'ai pas compris pourquoi, et je veux bien que vous le précisiez. Et du coup, j'ai un corollaire à cette question, c'est que du coup, finalement, est-ce que ça ne serait pas trois voies? Parce qu'il y a les témoins où finalement, forcément, vous avez une influence, vu toutes les interactions que vous avez avec eux, et donc, du coup, c'est plein de ressources, même si, voilà, il y a des pas de côté qui sont faits, etc. Mais il y a plein de ressources pour ces gens-là. Et j'imagine qu'il y a des gens qui, pour des tas de raisons, passent à la trappe et qui donc feraient une troisième voie et que du coup, on ne voit pas. Voilà, donc c'est un peu deux questions. Par rapport aux groupes témoins, pourquoi on les voit plus? C'est dans la mesure où on voit, normalement, on est censé faire des questionnaires tous les 6 mois avec les deux groupes. Mais la réalité, c'est que Non, c'est c'est pas pas plus, c'est qu'on a un rapport différent dans la mesure où ces gens-là n'ont des fois pas d'autres visiteurs en prison, par exemple, que nous. Donc, ils viennent nous voir, ils savent des fois même pas que c'est nous, ils ont juste parloir. Et on a un attachement à ces personnes qui n'est pas du tout le même que ceux qui sont dans le groupe expérimental, qui sont pris en charge par une équipe, qu'ils voient souvent. Nous, on passe après. Souvent, on demande, on voudrait voir cette personne-là. Oui, en ce moment, elle est en crise. Oui, en ce moment, elle cherche un logement. Enfin, on n'est vraiment pas prioritaire dans les faits, même si on devrait l'être aussi dans la démarche. Donc, dans ce sens-là, ce groupe témoin, moi, je tiens à en parler parce que souvent, on le met de côté, vu que ce n'est pas une expérimentation qui est faite avec ces personnes-là. Après, voilà, voir plus, j'ai parlé trop rapidement, mais c'est en tout cas un lien, moi, que je développe avec ces gens-là qui est différent. Et comme ils ne sont pas aidés, il est vrai qu'on peut développer d'autres relations. Est-ce qu'on ne leur apporte pas de ressources? En réalité, c'est très peu, mais c'était ce qu'elle avait évoqué. Par exemple, plusieurs personnes qui disent qu'ils n'ont aucun soin psychiatrique en prison. Et comme nous, on connaît des médecins psychiatres qui ont travaillé au SMPR ou quand on est en contact avec mon père à l'huile, oui, essayer de faire un petit forcing, aller jusqu'à, vu qu'ils n'avaient pas le temps, moi, appeler le SNPR et dire, voilà, cette personne, s'il vous plaît, allez la voir, en discuter. Donc, je peux les aider là-dessus, mais c'est vraiment très, très peu. C'est aussi, et ça sort complètement de la recherche, et on n'a pas le droit de le dire réellement, c'est donner un billet de 20 € caché dans les geôles parce que, voilà, elle n'a rien et que c'est insoutenable et que nous, on sait qu'elle aurait pu avoir un logement, et c'est juste 20 €. Et voilà, c'est très peu, donc c'est pas le grand ressort qu'on la rapporte. Et après, sur la troisième voie, je vous parlais de tous ceux qui n'ont pas accès, comme ça, ben, c'est tous ceux qui nous échappent et justement, donc, qui nous échappent. On n'a aucune donnée sur tous ces gens-là, mais on espère pouvoir pérenniser le projet en leur donnant beaucoup plus, ouvrant les critères et pouvoir récupérer plus de personnes. Juste pour dire, dans ceux qui nous échappent, on a tous les refus des juges qui refusent en fait l'alternative qui est proposée pour le groupe expérimental et qu'on ne peut pas étudier. Ça a été évoqué, donc ça crée un biais évidemment entre la comparaison du groupe témoin expérimental, mais comme en fait il y avait une crainte au niveau de la justice d'une forme de critique résultat de l'appareil judiciaire, de qu'est-ce que deviendraient ces personnes-là qui sont envoyées en détention. Mais après, c'est une réalité que la justice fait aussi un tri pour nous, si on veut, la complexité aussi des situations à accompagner avec des comportements qui peuvent être très violents. Voilà. Mais on a ce groupe-là aussi, en fait, de refus qu'on identifie, qui est accepté, mais qui est refusé par la justice elle-même. Et ceux qui refusent l'étude aussi, parce qu'il y en a concrètement qui nous disent non directement. Une question, voilà.
Oui, bonjour. Je voudrais vous demander, bon, ça, vous avez un peu répondu un peu à ma question, mais j'aimerais savoir quel poids vous avez par rapport donc, au procureur et par rapport aussi à un avocat. Bon, l'avocat, il est assermenté, mais vous, votre statut par rapport à un avocat. Eh ben, on n'est pas du tout comme des avocats. Ce qui veut dire que par contre, on vient demander aux avocats de défendre nos propositions. Donc, dans le jeu, entre guillemets, entre les procureurs et l'avocat a un outil supplémentaire qui est LC et qui a une place énorme, qui peut aussi être soutenu par le procureur lui-même. Et justement, avec on va dire, la familiarisation progressive du système judiciaire à nos propositions, les procureurs, de temps en temps, soutiennent aussi LC comme alternative. Mais voilà, nous, on vient, en fait, justement, on est extérieur à. Et dans l'enjeu de la pérennisation, c'est cet enjeu-là où potentiellement, ça pourrait devenir un projet de justice. Et donc, ça deviendrait proposé par le parquet, par les procureurs. Et là, ça modifierait toute notre position, la manière dont ça s'inscrit dans le parcours des personnes, enfin, énormément de choses. Je ne vais pas entrer dans le détail. Juste pour ajouter quel point on a, que le point qu'on peut avoir, on l'a construit, c'est aussi ce qu'on voulait dire tout à l'heure, qu'on le construit nous-mêmes en tâtonnant, ça a été le fait que beaucoup de procureurs, au début, pour simplifier, refusaient LC. Et dès on le voyait, récupérer le nom, obtenir un temps d'entretien avec ce procureur, demander pourquoi il avait refusé. En général, ils ne connaissent pas trop le projet, en profiter pour faire de l'explication, de la sensibilisation au projet. Et en général, quand ils revenaient plaider après, faire des réquisitoires, ils pouvaient soutenir LC. Donc ça se passe comme ça, directement, en rappelant aux personnes le projet et en travaillant sur un rapport de confiance avec les magistrats, les juges qui nous ont suivis, on maintient le lien, faire des entretiens, taper à leur porte, se reconnaître après physiquement, et eux arrivent des fois à convaincre le procureur de LC sans passer par nous, plus du tout. Et donc, c'est juste se rappeler à chaque fois à ces acteurs-là, attention, on a signé une convention ensemble, vous êtes partie prenante du projet, leur expliquer de temps en temps quelle est leur implication, et finalement, ça fonctionne aussi dans cette non-officialité. Une petite anecdote, mais je me suis rendu compte que je commençais même à proposer le type de peine au procureur en disant, vous savez, le DPSE, c'est très bien, ça marche très bien, vous pouvez le mettre, oui, ne vous inquiétez pas. Et qu'en fait, aujourd'hui, on en vient quasi aussi à influencer presque la peine qui sera proposée dans la possibilité d'alternative. Enfin, et donc, c'est un équilibre aussi à trouver là-dedans. Après, il y aura une question en ligne. Rapidement, est-ce que vous avez prévu dans le protocole de recherche de faire passer des entretiens aux procureurs, etc., pour documenter ce qui les pousse à accepter ou pas? Ok. Alors moi, je voulais dire merci Philomena parce que du coup, voilà, que tu sois traumatisée, que ça te révolutionne, c'est un peu aussi l'effet escompté, donc je suis super contente. Sur le projet Baromètre, je pense qu'elle le vit plutôt bien en fait. Ouais, juste je termine. Merci parce que quand on m'a présenté pour la première fois le projet Baromètre, franchement, c'était peut-être un peu trop institutionnalisé, du coup, j'ai pas du tout adhéré au truc. Alors, merci pour la franchise et la sincérité dans la prise de parole. Et puis, Nicolas, il est parti, c'est dommage, mais je voulais vous proposer. Ok. On va l'attendre. Nicolas, on t'attend. Je voulais proposer pour faire un pas de côté que demain, si vous êtes d'accord, on change la salle et qu'on la fasse et qu'on la transforme comme on a envie de le faire. Voilà. C'est marrant, PMR, alors. Ah oui, je sais. Oui, alors on va terminer. Oui, pardon, il y avait une question en ligne. Est-ce que vous... Amazian Fana. Oui, bonjour à tous. J'ai une question pour Maxime qui est intervenu sur le dispositif baromètre que je ne connaissais pas et que je trouve très intéressant. C'est la première fois que j'en entends parler. Je voulais savoir si ce dispositif se démocratise
dans les institutions? Alors, pour les collèges, j'ai l'impression d'entendre tourner manège, c'est super marrant. Alors oui, ça se démocratise dans plusieurs institutions au Québec et puis dans quelques-unes en France, dans le champ de la santé mentale principalement. Et une grosse étude se développe aujourd'hui avec mon collègue Pierre-Luc, que je salue, dans le champ du polyhandicap. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question. Merci. Je vous en prie. On va prendre une dernière question et puis on va ensuite, parce qu'on est déjà très en retard, vous pouvez laisser repartir chez nous. Merci Jennifer, je suis chercheuse chez Océlia. Manon, j'avais une question pour Manon Mas, je ne sais pas si tu m'entends Manon, est-ce que tu es toujours connectée? J'en profite pour te saluer pour les facilités. Elle a disparu Manon, dommage. Elle vient de partir. Je vais quand même énoncer ma question. On n'aura pas de réponse. Je me demandais si en Suisse, ils avaient trouvé une solution pour rémunérer ces pères. C'était ma question. Voilà. Je me demandais, mais ils sont formés, apparemment diplômés, et je me demandais s'ils avaient trouvé un système pour lequel on galère quand même ici pour rémunérer ces gens. Voilà. On ne saura pas. Bon, bah, merci beaucoup pour tous ces échanges. Donc, on voit que dans la santé mentale, il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont très riches, mais aussi que dans le milieu ordinaire, entre guillemets, il y a aussi des choses qui sont capables de se développer. Bon, bah, je vous dis merci en tout cas pour d'être resté jusqu'au bout. Et puis, bah, rendez-vous demain à 9 h ici avec une nouvelle organisation. Dormez bien, reposez-vous bien. À tout à l'heure pour ceux qui vont. Ciao.